Bonsoir Yannick Mireur, merci d'être avec nous. Alors vous êtes politologue, spécialiste des questions américaines notamment et des questions d'énergie, puisque vous avez travaillé beaucoup sur ces sujets. Vous publiez dans quelques jours Populisme Smart, le retour du peuple dans la politique, comment y répondre à VA Édition. Mais si on vous a invité, c'est effectivement pour ce registre énergétique auquel vous avez consacré de nombreuses années. Qu'est-ce qui nous permettrait de mettre fin à notre dépendance au gaz russe? Il y a trois choses qu'on entend tout le temps ces derniers jours. C'est là-dessus qu'on va vous interroger. Quels sont ces trois types d'actions qui sont souvent évoquées? Voici les indispensables. Justine Fraissinet nous rejoint à nouveau. Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors, première disposition qu'on entend tout le temps, bien si nous, les consommateurs, on baissait le thermostat dans nos maisons, si on consommait moins, est-ce que ça pourrait suffire à se dispenser du gaz russe? En clair, oui, consommer moins de gaz. Eh bien, hier, la directrice générale de GRDF, Laurence Poirier-Dietz, allait droit au but. Il faut baisser la température d'1 degré, il faut baisser le chauffage la nuit ou quand on est absent et préférer les douches au bain. Et ce matin, c'est Jean-François Carenco, président de la Commission de régulation de l'énergie, la CRE, qui faisait lui aussi ses recommandations. Écoutez-le. Chacun doit y aller. Éteindre, baisser un peu le chauffage. Rouler moins vite en voiture. Je sais si de temps en temps ça m'énerve de rouler à 30. Mais je me dis, peut-être que c'est bien. Si on ne le fait pas, on a un risque que l'hiver prochain, on ait une demande de consommation supérieure à notre capacité de satisfaire cette consommation. Alors, est-ce que ça aurait un impact important? Eh bien, les autorités énergétiques ont fait leurs calculs. Si 11 millions de Français qui se chauffent au gaz réduisaient leur consommation de cette manière-là, ça représenterait une baisse de 10%. Or, l'importation de gaz russe, c'est 17% de notre consommation totale. Et donc, à notre niveau, les consommateurs, on pourrait faire plus de la moitié du chemin pour se passer de gaz russe. C'est ça, une baisse de 10% de notre consommation à nous particuliers ou de la consommation globale de gaz dans le pays? À nous particuliers. C'est ça. C'est ça. Alors, si, autre chose qu'on entend très souvent, si on remplace le gaz russe par celui d'autres fournisseurs, est-ce que ça n'est pas, après tout, aussi simple que ça? Eh bien, c'est plus compliqué. Remplacer le gaz russe par du gaz américain, qatari ou australien, eh bien, ça impliquerait de le faire venir non plus par des gazoducs, mais par bateau, ce qu'on appelle des navires méthaniers, et sous forme donc de gaz naturel liquéfié, du GNL, qu'on doit ensuite regazéifier. Et au total, il n'y a que 550 navires méthaniers en circulation. Et l'Asie, la Chine notamment, a mis la main sur ce marché. Et donc, il y aurait mécaniquement une guerre des prix. Et puis, il n'y a que 38 terminaux méthaniers en Europe, équipement indispensable pour regazéifier le GNL. 38 terminaux, c'est peu. Et en plus de ça, eh bien, ils sont répartis de manière inégale. La France fait figure de bon élève avec 4 terminaux et l'Allemagne, tout simplement, n'en a jamais construit parce qu'elle comptait sur la Russie. Développer le gaz naturel liquéfié, ça implique donc des investissements et donc remplacer l'intégralité du gaz russe tout de suite, ça paraît compliqué. Bon. Et troisième disposition, qui est souvent évoquée, faire des achats groupés. L'Europe, lors du dernier sommet, elle n'a pas pu se mettre d'accord entre ceux qui veulent un embargo sur le gaz russe et ceux qui ne veulent pas en entendre parler, et en particulier l'Allemagne et l'Italie. Je parle sous votre contrôle. Il n'y a pas eu d'accord. Par contre, il y a eu une disposition sur laquelle les 27 se sont mis d'accord, c'est des achats groupés. Des achats groupés de gaz. En quoi est-ce que ce serait, ou pas d'ailleurs, une solution? Eh bien, jusqu'à présent, chaque pays européen achetait son propre gaz et effectivement, la semaine dernière, l'Europe a décidé de changer de stratégie. Désormais, c'est la Commission qui achètera le gaz pour l'Europe sur le modèle de ce qu'elle a fait pour les vaccins contre le Covid. L'intérêt, eh bien, c'est le prix. Les 27 pays européens deviendraient un seul et même acheteur, plus de concurrence entre les pays et donc des prix plus stables. Et surtout, ils achèteraient ensemble bien plus de gaz. C'est un argument pour négocier le prix global. Quelques millions d'euros d'économies pour les États, quelques centimes d'euros pour nous sur notre facture. Écoutez Emmanuel Macron. Aujourd'hui, nous, Union européenne, nous achetons 75% du gaz qui est fourni à travers les pipelines. Si nous savons
avoir une approche beaucoup plus groupée, elle est aujourd'hui très divisée, vous voyez bien qu'on a une capacité bien supérieure à fixer le prix. Et donc, l'achat groupé, la capacité à définir ensemble des contrats longs est le meilleur instrument pour faire baisser le prix de notre gaz. Merci, Justine. Bon, sans détour, Yannick Mireur, quand on voit ces dispositions qui sont évoquées depuis quelques jours, si on ajoute les unes aux autres, donc on fait des économies nous-mêmes, les entreprises, les particuliers, on diversifie nos fournisseurs, est-ce qu'au fond, il n'y a pas moyen de se passer du gaz russe? Ou est-ce qu'on se paye de mots? Je pense que on est en train de changer de paradigme, et c'était déjà, je veux dire, en marche avec la révolution de l'efficacité énergétique et du numérique. Smart City, Smart Grid, j'y reviendrai un petit peu. Donc, de toutes les manières, il y a en quelque sorte un alignement entre les projets de transformation économique de l'économie européenne et dans d'autres secteurs dans le monde, avec l'impératif maintenant, l'impérieuse nécessité de se détacher, de se désenclaver, si je puis dire. Sauf que là, c'est à quelques mois qu'on raisonne. Voilà. Alors, la question, c'est précisément le calendrier. Mais la toile de fond, si vous voulez, elle va quand même dans le même sens. Simplement, la crise russe, si je puis dire, joue un rôle de catalyseur et d'accélérateur. Alors évidemment, on ne peut pas accélérer sur toutes les pédales à la fois, en particulier parce qu'il y a des grosses lourdeurs simplement industrielles. Ce qui vient d'être dit est tout à fait exact. Un rappel, les 3/4 des importations de gaz en Europe sont sur des structures physiques, c'est-à-dire des gazoducs, qui pour grande partie, vous le savez, plus de la moitié pour l'Allemagne, 40% pour l'Union européenne, sont du gaz russe. La grande révolution qu'il y a eu, c'est pour ça que vous parlez du Qatar, de l'Australie, de choses comme ça, au début des années, on va dire autour de 2010, dans la première décennie du siècle, ça a été la révolution du GNL, c'est-à-dire la liquéfaction du gaz, qu'on réduit à peu près de volume à 600, et puis ensuite sous forme liquide, et puis ensuite très froid, et qu'ensuite on regazifie à port, d'où les questions des terminaux. On transporte ça par bateau, du coup. Et on transporte ça par bateau. Cette révolution-là, elle a eu pas mal de conséquences. L'une de ces conséquences, c'est que les États-Unis, qui devaient être importateurs de gaz, ont construit des terminaux. Et ensuite, il y a eu la révolution du shale gas, c'est-à-dire des gaz de schiste. Et donc, ils sont devenus exportateurs. Ils sont devenus exportateurs. Ça, c'est un bouleversement colossal, ce qui fait qu'ils arrivent, si je puis dire, les mains dans les poches, en disant, il n'y a pas de problème, on peut vous en vendre un petit peu plus. Est-ce que c'est la vérité? Oui, tout à fait, c'est absolument le cas. Alors la question ensuite, c'est, votre reportage, par exemple, l'a évoqué, c'est la question des bateaux, si la concurrence avec l'Asie, où il y a un premium de prix, pour des raisons spécifiques au marché asiatique, puisque le marché global, mais je ne veux pas créer trop de confusion non plus, est structuré selon une indexation du gaz sur le pétrole. Et ce système-là, depuis l'apparition du GNL, est de plus en plus contesté. Je dis l'apparition du GNL, pourquoi? Parce qu'il y a pourquoi le marché du gaz s'est rapproché, si vous voulez, du marché pétrolier, simplement parce que, comme vous l'avez dit, par bateau. Ce qui veut dire que, du coup, il est liquide, si je puis dire. Et il est unifié. Vous avez 3 marchés très différents, l'Europe, les États-Unis et l'Asie, qui avaient leur propre dynamique économique, leur structure de marché, si vous voulez. Or, avec du gaz liquide, les bateaux peuvent changer de route. Oui. Donc, vous avez une unification, une mondialisation maintenant du marché gazier. Pour synthétiser, Yannick Mireur, si à la fois on fait des économies, les entreprises font des économies dans leur consommation, elles éteignent les lumières, elles baissent le chauffage, dans les processus industriels, elles tentent de faire des économies. Si nous, on baisse le chauffage, si par ailleurs on demande plus à la Norvège, au Qatar, aux États-Unis avec leur gaz de schiste, est-ce qu'on arrive à combler le manque de gaz russe dans les prochains mois? Ce qui est difficile à prédire, c'est sur quel calendrier. Ce qui est certain, c'est qu'il faut voir les quantités qui sont déjà disponibles, parce qu'il faut, l'un des enjeux majeurs, et la responsable d'Engie d'ailleurs l'a évoqué l'autre jour, c'est-à-dire de remplir les cuves pour le stockage en prévision de l'hiver prochain. Ça, c'est un premier défi d'ampleur. La question est de savoir, avec la multiplication des producteurs, est-ce qu'on peut suppléer... Ça, on n'a pas la réponse. On n'a pas la réponse aujourd'hui parce qu'il y a des questions d'abord de disponibilité de stock, de transport, et ensuite de mécanismes de prix. Et c'est ça la grande révolution qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'il devrait y avoir un changement du paradigme de formation des prix du gaz sur le marché européen. Et vous voyez déjà les prémices du débat entre les pays du Nord plus attachés à des mécanismes de marché et des pays du Sud plus interventionnistes, si je puis dire, sur ces questions-là. Mais la diversification, et la France est très bien placée là-dessus, puisque depuis longtemps nous importons du gaz de Hollande, qui était le grand producteur européen, de Norvège, d'Algérie, et depuis d'autres producteurs de GNL comme le Qatar, l'Australie, l'Égypte et ainsi de suite. Et puis on est plus malin que l'Allemagne. Angola, Mozambique. On est plus malin que l'Allemagne. On ne va pas faire on est d'autant plus, si je continue sur votre lancée, que
on oublie la dimension du nucléaire. C'est-à-dire que l'autre chose, c'est d'accroître dans la production d'électricité le nucléaire et les renouvelables. Et ce qui était absolument sidérant, j'y étais dans une réunion avec le sous-secrétaire d'État américain à l'énergie atomique à l'époque, en 2011, après Fukushima, c'est la réaction allemande, un peu à chaud, après Fukushima, à vouloir terminer la production d'énergie nucléaire en Allemagne. C'est une erreur absolument inimaginable. Heureusement que nous, un peu tardivement, mais enfin quand même, avec le président de la République, là, on s'est remis sur le chemin du nucléaire avec différents types de centrales. Mais la grande réponse, ce sera celle-là. Et pour vous donner une idée d'un chiffre, de proportion, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, la rénovation énergétique, qui est quelque chose d'essentiel en termes d'économie d'énergie, donc les plans européens d'efficacité énergétique, pourrait, selon l'Agence internationale de l'énergie, nous faire gagner d'ici à 2030, donc moins dépenser d'énergie, moins de passoires énergétiques, 45 milliards de mètres cubes par an, c'est-à-dire à peu près un tiers, 30% de ce que l'ensemble de l'Union européenne importe de Russie. Donc vous voyez que ce que disait M. Karenko, là c'est pour demain matin, donc c'est un peu de la pâte à modeler, mais enfin finalement si vous le massifiez, ça devient un peu moins de pâte à modeler. D'accord. Mais surtout si on en avance vers la modernisation des transports et des logements, c'est-à-dire l'efficacité énergétique, ma prime rénov', hein, c'est un enjeu de la présidentielle. C'est ça. Tout ceci pourrait nous faire gagner jusqu'à un tiers de ce que nous importons de Russie. Mais ce qu'on c'est retient, absolument phénoménal. Ce qu'on retient, c'est qu'il y a un télescopage de calendrier, parce que nous, c'est l'affaire de quelques mois, parce que c'est maintenant qu'on veut arrêter de financer la guerre russe en achetant à la Russie son gaz et son pétrole. Donc, carambolage de télescopage dans le calendrier, qu'on a peu d'informations. C'est-à-dire, nous, on s'imagine que le gaz, c'est comme, je sais pas moi, des voitures. Ah bah tiens, j'ai 40 voitures en stock, je t'en vends 10, je t'en vends... Non, on ne connaît pas les réserves disponibles de gaz à un instant T qui peuvent être commercialisées. Ça, on le découvre. Il n'y a pas de certitude comme ça sur le partage du gâteau. On ne le sait pas. Et puis, ce que vous nous dites aussi, c'est que si on s'était bougé un peu plus pour faire des économies d'énergie, on aurait eu des résultats immédiats, mais qu'il n'est pas forcément trop tard pour le faire. Laetitia. C'est intéressant dans ce que vous dites. Enfin, il y a plein de choses, mais je retiens la question de l'efficacité énergétique qui n'est toujours pas vraiment à plein régime, finalement. On a beaucoup de progrès à faire, mais une note positive, alors pas sur le court terme, plutôt sur, disons, la longue durée, quand même, ça montre que la stratégie de la France, qui est celle du nucléaire depuis longtemps, était la bonne. Et quand même, jusqu'au conflit, ça restait un débat. D'ailleurs, malheureusement, je n'ai pas encore entendu les écologistes reconnaître que quand même c'était pas mal qu'on ait le nucléaire, malgré cette guerre. Bon, là, c'est peut-être un autre problème. Mais pour une fois, la France a fait mieux que l'Allemagne sur ce sujet, et les Allemands n'en démordaient pas. Je connais assez bien l'Allemagne, et je me rappelle avoir encore eu des discussions avec des personnes que je connais là-bas sur notre stratégie versus la leur, et ils étaient extrêmement sûrs que la leur était la meilleure, la bonne, et que nous, nous étions juste patriotes, et donc c'est pour ça que nous étions Ils étaient sûrs qu'en un claquement de doigts, les renouvelables qu'ils allaient installer allaient compenser l'électricité d'origine nucléaire. Plus les renouvelables. Mais d'une manière générale, la question énergétique, comme la question russe, nous ramène à des choses, à des fondamentaux, aux basiques et à un certain bon sens. Je veux dire, ça s'applique au nucléaire, malgré nos différences culturelles ou politico-culturelles avec l'Allemagne. Ça s'applique aussi à la conception de la libéralisation des marchés européens, qui est quelque chose qui est là depuis les directives de la fin des années 90 et qui produisent leurs effets beaucoup plus tard. Oui. C'est sur le bon sens. Moi, j'étais quand même sidéré de découvrir que les 27, pour l'instant, n'avaient pas une centrale d'achat commune, ce qui est le b.a.-ba dans n'importe quel groupe pour faire des économies. Au lieu que chaque service achète ses crayons, ses fournitures, etc., vous avez une centrale d'achat. C'est le b.a.-ba. Donc là, on y vient. Mais comment se fait-il qu'on n'y est pas venu plus tôt ? Pourquoi ? Est-ce que vous avez la réponse ? Parce qu'il n'y a pas de politique énergétique commune européenne, pas plus qu'il n'y avait, ce qui est assez ahurissant, de politique russe commune européenne. Malgré nos différences, malgré la nécessité de préserver une souveraineté. Les Allemands, notre histoire, les Anglais, nous-mêmes, les Italiens, qui sont dans le jeu parce qu'ils importent énormément, ils ont des relations très étroites avec le secteur énergétique russe. Il n'y avait pas cette pensée commune. Et la réalité, et en fait, la conclusion pour le bon sens que vous évoquez, si je me permettais de passer au-delà de l'énergie à ce que nous, modeste expérience de la Russie et de ce qu'on peut observer aujourd'hui, c'est qu'en fait, nous sommes seuls. Donc en réalité, refaire le travail, la France, refaire le travail de soute, resserrer la maille, la cohésion sociale sur des valeurs intangibles françaises, on est seul à le faire. En réalité, il faut revenir, plutôt que de se mêler de grands enjeux géostratégiques, pas ceux-là, ils nous concernent, ils sont à la frontière. Le Liban, que sais-je, l'Asie, on n'a pas les ressources. Je pense que la leçon de tout ceci,
c'est non pas de se recroqueviller, mais de se replier sur soi pour recréer des forces vives, parce que l'influence d'un pays extérieur, sa marge de manœuvre extérieure, elle dépend de sa force intérieure, de sa cohésion sociale. Je pense que c'est la leçon essentielle de ce qu'on vient de vivre. Merci Yannick Mireur, merci pour ces explications.